Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Le peintre que vous étiez à l'origine est un jour sorti de son cadre pour commencer à tisser une autre toile. Elle vous a permis de mener bien des combats, en particulier avec des livres qui font de vous plus que jamais un homme à la page. Bonjour Marek Alter. Bonjour. Alors, je vous retrouve dans les clés d'une vie avec un nouveau livre, Le Juif, chez Fayard. On va en parler tout à l'heure parce que c'est un roman très original, qui n'est pas simplement un roman comme les autres, comme tous ceux que vous avez publiés, et on en parlera, mais le principe des clés d'une vie, où vous êtes déjà venu, ça n'a pas changé. Ce sont des dates clés de votre parcours pour évoquer ce parcours. Et la première que j'ai trouvée, alors, elle n'est pas liée directement à vous, mais elle est importante quand même pour vous. Le 13 mars 1951, il y a une première d'un spectacle au studio des Champs-Élysées, pendant lequel la tête d'affiche ne va pas dire un mot. Et pourtant, cette tête d'affiche, elle parle. Et en 88, quand il est venu pour la première fois en France pour faire son grand show... Marcel Marceau, vous reconnaissez sa voix. Marcel Marceau, qui était d'origine polonaise par son père et ukrainienne par sa mère. Et il s'est retrouvé en 42 dans un internat au milieu d'une centaine d'enfants juifs. Et Marcel Marceau, vous l'avez rencontré et connu. Tout à fait, j'ai même joué avec lui. Il m'a donné cette chance de m'intégrer dans la culture française. Le mime, la pantomime permet de faire des choses sans parler. Et à l'époque, je connaissais pas la langue, donc c'était quand même... Et on a joué ensemble à Strasbourg le manteau de Gogol. Et c'est justement cette pièce, le manteau de Gogol, qu'il a créé au studio des Champs-Élysées en 51, qui a été un de ses premiers triomphes, qu'il a repris régulièrement. Mais la compagnie était assez jeune, elle avait démarré 4 ans plus tôt. Exact. Comment vous êtes-vous retrouvé, Marek Alter, dans la compagnie Marcel Marceau? Mon ami, par hasard, je suis arrivé 1 an plus tôt à Paris, j'avais 15 ans, et je connaissais pas la langue ni Paris, je me baladais, je traversais le pont des Arts, il y avait une fille blonde, plutôt jolie, qui marchait devant moi. Je me suis adressé à elle, je la draguais tout simplement, et formidable, elle parlait polonais, c'était une Polonaise. Alors on a sympathisé, on a pris un café, et elle m'a dit qu'elle jouait dans l'équipe de Marcel Marceau. Et je lui ai demandé qu'est-ce que c'est Marcel Marceau. Elle m'a raconté la pantomime. Alors j'ai dit, j'aimerais bien en faire partie, tout ça en polonais. Oui. Et c'est elle qui m'a amené chez Marcel Marceau, et il m'a dit, ça j'avais compris, vous savez pas parler, mais vous savez bouger les meubles. J'ai dit oui, déplacer une table, une chaise, parce que en pantomime, tout s'est fait sur la scène. Il n'y a pas de coulisses. On se maquille sur la scène. Et alors, il m'a engagé pour déplacer le meuble. Et puis, comme je faisais des fautes, je faisais tomber le meuble, ça faisait rire l'assistance. Alors, il trouvait ça bien, voilà, et je jouais avec lui pendant 1 an. Voilà. Et il se trouve, cette compagnie débutait à peine, après elle a fait le tour du monde complètement, et un soir, moi je me souviens, au Théâtre des Champs-Élysées, à côté du studio que j'évoquais, il y a une première de Marcel Marceau, et dans la salle, et c'est vrai, il y a Jean Carmet. Et Jean Carmet s'est endormi, et à un moment il s'est réveillé, il a crié plus fort. C'est assez extraordinaire. Car Marcel Marceau était très bavard dans la vie, à l'inverse. Dans la vie, oui, c'est vrai. Et vous aussi, d'ailleurs, le mime, pour vous, c'était presque une façon de vous taire, car vous avez toujours été très bavard. Exact, mais j'ai appris avec lui les premiers mots de français. C'est lui qui me disait, on peut plus à gauche, on peut plus fort, on peut plus vite. Et c'est comme ça que, ça fait drôle aujourd'hui de dire que j'ai appris le français avec un mime. Exactement. Alors, il faut savoir que ce que vous avez joué, le manteau, d'après Nicolas Gogol, c'est presque un retour aux sources, puisqu'il est d'origine ukrainienne, et que c'est pas très loin de votre terre natale, Varsovie. Tout à fait, entre Varsovie et Moscou, puisque après,
Ce sont les Russes qui nous ont sauvé la vie pendant la guerre. J'étais à Moscou, après à Ouzbékistan, Kazakhstan et ainsi de suite. Vous n'êtes pas né dans une compagnie, mais dans une communauté juive en 1936. Ben, je suis né, je pourrais dire, dans les ghettos. Donc c'est plus qu'une compagnie forcée. Exactement. Voilà. Alors curieusement, et Dieu sait si vous faites jeune, certains assurent que l'état civil a prévu votre naissance en 1932. Oui, parce que j'ai 2 dates de naissance. Parce que quand je suis arrivé en France, ils sont trompés. C'était un visa collectif. Alors on m'a mis 1932 naissance et on m'a donné un prénom Aaron. Oui. Et j'aime pas Aaron. C'est pas mon prénom et en plus j'aime pas parce que c'est lui qui a construit les veaux d'or. Les frères de Moïse, pour ceux qui ne savent pas. Alors, je me suis battu pendant des années et grâce à Simone Veil, 30 ans plus tard, j'ai récupéré mon prénom Marek. Donc, dans les papiers, donc je suis Aaron Marek, prénom usuel, Alter, 1936. Alors, votre père, lui, s'appelait Salomon Léwi Alter. Oui, exact. Et il était linotypiste. C'est un métier qu'on a un peu oublié aujourd'hui. Mais moi, je me souviens de mes débuts à France Soir. Quand on préparait le journal, il y avait des linotypistes qui trouvaient les caractères à une allure record. Ah oui, c'est des imprimeurs. Balzac, on parle pas du linotypisme, mais de l'imprimerie à Angoulême. Oui. Il décrit une imprimerie quand on composait encore à la main. Et là, c'était déjà progrès parce qu'on composait grâce à une machine. Et votre père descend d'ailleurs, je crois, d'une lignée d'imprimeurs. Oui, depuis 1425, parce qu'un de mes ancêtres, Alter, en Alsace, Gabriel Alter, a travaillé avec Gutenberg, qui a inventé l'imprimerie. C'est fou, hein, et on s'étonne que vous écriviez des livres aujourd'hui, Marek Alter. Alors, votre mère, je crois que c'est Paula Perl-Rosten, elle est bibliothécaire au départ. Oui, elle était poétesse, elle écrivait poèmes en yiddish, que j'ai illustré après. Malheureusement, c'est une langue que presque personne ne parle. C'est un petit peu une langue engloutie, comme les latins. Qui parle aujourd'hui les latins? Mais le yiddish, vous le parlez. Mais c'était une femme formidable. Le yiddish, vous le parlez, Marek Alter? Moi, je parle encore les yiddish. Mais vous savez, il y a un film, Babette s'en va en guerre, où Francis Blanche joue Papa Schulz, peut-être connaissez-vous ce film. Oui. Écoutez bien Papa Schulz, en fait, il parle en yiddish. On lui avait appris quelques mots de yiddish, et il a fait ça pour rire, alors qu'il est le méchant dans l'histoire. Alors, il y a encore un endroit où on parle yiddish, ça les gens ne savent pas. Il y a une république juive en Sibérie. C'était l'idée de Staline, bien avant la création d'État d'Israël, à la frontière avec la Chine, où on parle le yiddish. Alors, il se trouve aussi que ces années ont été difficiles, parce qu'avant de venir en France, vous auriez pu y rester. Vous avez vécu des moments très difficiles, Marek Alter. Bah, j'aurais pu passer dans un four crématoire, oui. Oui, c'est une chance. C'est une chance parce que mon père était donc en primaire, dirigeant d'un syndicat des imprimeurs en Pologne, où il y avait les juifs et les catholiques. Et les catholiques sont venus nous chercher, certains de ses amis catholiques sont venus nous chercher dans les ghettos pour dire « c'est le moment de partir ». Et vous êtes partis? Et nous sommes partis parce que la Pologne était coupée en deux entre l'armée allemande et l'armée soviétique, et nous sommes passés du côté soviétique, qu'eux, ils nous ont envoyés à Moscou. Et votre vocation initiale, c'était la peinture? Quand je suis arrivé en France, c'est vrai, c'est toujours grâce à Marcel Marceau, parce que nous étions, je me souviens pas, en déplacement, et ces décors se sont déchirés. Et il était très énervé, merde, qui va me réparer? J'ai dit, moi, je vais le réparer. J'ai acheté de la gouache et j'ai réparé. Et j'ai trouvé que c'était formidable de pouvoir mettre des couleurs sur un fond, sur une toile. Et je suis allé au Louvre.
j'ai trouvé un tableau qui m'a impressionné, la bataille d'Uccello. Pourquoi ça m'a impressionné? Parce que cette bataille, il y a plus de piques que des guerriers. Parce qu'il a fait un jeu de ces bâtons avec lesquels on s'entretuait, des différentes couleurs, et j'ai découvert la peinture moderne. Et en même temps, vous avez suivi des cours ensuite. Après, oui, j'étais à l'école des Beaux-Arts, oui, à Paris, sous les quais. Cette école existe encore. Oui, et vous avez pu être admis à cette école? Ça a été un concours, c'était pas simple. Oui, je suis passé un concours. Après, j'ai reçu un prix de peinture à Deauville, vous vous rendez compte? Alors, pour moi, c'était extraordinaire. C'était un prix international, et je crois qu'à cette époque, à Deauville, je ne sais pas si vous le savez, les peintres célèbres venaient et ils jouaient au casino. Et moi, je n'ai pas joué au casino. Les peintres célèbres jouaient au casino, qui était à l'époque dirigé par François André, le patron de Deauville, et pour payer leurs dettes, ils payaient en tableau. C'est-à-dire que François André s'est fait une collection de tableaux absolument incroyable grâce aux dettes de jeux de casino. Ça, j'apprends. Et alors, c'est vrai que la peinture, c'était au départ votre premier métier. Et j'aimais bien la peinture, et pendant des années, je vivais de la peinture. Et bien justement, on va en parler avec une autre date, le 28 septembre 1963. A tout de suite sur Sud Radio avec Marek Alter. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Marek Alter. Nous parlerons tout à l'heure de ce roman étonnant, Le Juif, qui est paru chez Fayard. On en revient à votre parcours, vos jeunes années, effectivement, à Varsovie, dans le ghetto, le mime et la peinture. Et justement, le 28 septembre 1963, c'est la 3e biennale de Paris, au Musée d'Art moderne de la ville de Paris. Et c'est une manifestation importante qui a été voulue par André Malraux. Et vous exposez une toile pour la première fois. Oui, c'est vrai. Et c'était un événement, parce que se retrouver pour un jeune peintre à la Biennale de Paris, c'est pas si fréquent. Oui, et surtout que j'ai rencontré Malraux, que j'admirais parce que son livre La condition humaine m'a beaucoup impressionné. Après, je suis devenu très ami avec sa femme Clara, oui, on va qui en lui parler. en voulait beaucoup parce qu'il l'a laissé tomber pendant la guerre. C'était pas le moment de laisser tomber une femme juive. Mais c'est vrai que pour moi, c'était une date importante. La toile, c'était Fait divers à Ouarzazate, je crois. Oui, c'est extraordinaire. Vous me rappelez. Oui, c'est vrai. Parce que je peignais des petits personnages que j'ai appris chez Bruegel, le grand peintre flamand. Donc, pour moi, l'espace existe grâce aux hommes qui les meublent, qui l'animent. Un désert seul n'a aucun sens. Mais quand je vois un chameau quelque part à l'horizon, du coup, il s'anime. Donc, il y a des personnages, des chameaux, voilà. Et c'était votre première toile. Et vous parliez de Clara Malraux. On va écouter sa voix, car elle était à l'origine pour vous d'une autre première. Mais mon enfance, sauf que j'ai perdu mon père quand j'avais pas 14 ans, honnêtement, je crois que ça a été une belle enfance. Je crois que grâce à Clara Malraux, Marek Alter, vous avez fait votre première télévision. Vous l'avez interviewée dans une émission qui s'appelait En toutes lettres, chez elle. Oui, c'est vrai, à Ortef, oui. Oui. Tout à fait. C'était le 7 janvier 72. Oui, Clara Malraux, c'était un personnage extraordinaire. Et ce que j'ai dit toujours, que ces grands écrivains, Malraux, Aragon, Éluard, même de Rieux de la Rochelle, sont devenus grands parce qu'ils avaient des femmes juives venues d'ailleurs. C'est pas parce qu'elles étaient juives, mais parce qu'elles sont arrivées à leur faire comprendre que le monde est vaste. Elles ont ouvert les fenêtres d'une maison enfermée. Et moi, je me souviens, Elsa Triolet, qui était une amie, il avait tellement peur, Aragon, d'Elsa Triolet. Quand j'arrivais, Elsa Triolet préparait son thé avec varengue, comme en Russie, avec la confiture. Et elle criait
Louis, nous avons un invité. Et Louis arrivait et elle disait, mais Louis, c'est quoi cette cravate? Marek, cette cravate lui va pas. Change de cravate. Louis partait, il changeait de cravate, il revenait et il avait alors droit à partager avec nous le thé avec les colas confiture. Alors, Clara Malraux, elle avait épousé André Malraux le 21 octobre 1921. Il s'était promis une grande indépendance réciproque. Ouais. Et résultat, il l'a trompé beaucoup. Et elle a fini par divorcer en 47. Mais ça a duré quand même très longtemps. Oui, c'est vrai. Mais il a quand même partagé ses sculptures. On dit qu'il les a volées ou pas. Les sculptures qu'on appelle aujourd'hui gréco-bouddhistes. C'était à l'époque qu'Alexandre le Grand a occupé l'Afghanistan, et qui ont une valeur extraordinaire. Donc il lui a laissé quelques sculptures, ce qui lui ont permis, la vente de ces sculptures lui ont permis de vivre convenablement et éduquer leur fille Florence. Il se trouve aussi que si vous êtes dans cette émission de télévision, c'est parce que vous avez nommé Clara Malraux directrice de la publication d'une revue que vous créez. C'est vrai, c'est juste. Nous étions les premiers à essayer de réconcilier les Palestiniens, les Israéliens, les Juifs et les Arabes. Et on a créé une revue qui s'appelait Éléments, avec ma femme Clara, et qui s'appelait Éléments pour la paix au Proche-Orient. Et c'était la première revue qui réunissait des intellectuels, des écrivains arabes et juifs, et israéliens et palestiniens. Et on avait besoin quelqu'un de plus connu que Clara et moi. On était très jeunes. Et Clara m'a dit, demande à ta copine Clara Malraux. Je suis allé voir Clara Malraux. Elle a dit, bien sûr. Et elle est devenue la directrice responsable de la direction de cette revue. Cette revue, finalement, c'était vos débuts journalistiques, Marek Alter. Je crois que le déclic s'est produit lorsque, dans votre voiture, vous apprenez le déclenchement de la guerre des 6 jours. Oui, parce que pour nous, c'était un choc, puisque c'est toujours un choc pour les pacifistes d'être rappelés à l'ordre par une guerre, par la violence, par les éclats de bombes. Nous, on pensait qu'on avait des amis palestiniens et israéliens et qu'on allait vers la paix, vers un amour collectif, vers un rêve collectif. Or, d'un seul coup, il y avait cette guerre qui m'a frappé parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, les grands spécialistes du Proche-Orient s'appelaient Rodinson. Et il a fait la une de Le Monde, que toutes les armées arabes mobilisées, Israël demain n'existera plus. Or, Israël les a pris des vitesses et il est toujours là. Et moi, je me souviens aussi de François, qui tirait à l'époque à plus d'1 million d'exemplaires. Le premier journaliste qui a été sur place, c'était Joseph Kessel. Oui, c'est vrai. Parce qu'il avait le visa numéro 1 au départ d'Israël en 48. Il était très fier et il a fait un très beau livre, La Tour d'Ezra. Et c'était l'ancien, et il a battu tous les jeunes, il est arrivé avant tout le monde là-bas. C'est vrai. Alors il se trouve que cet engagement, c'est né comment, cette envie de s'engager, Marek Alter? Pour moi, pour un enfant des ghettos de Varsovie qui n'a pu participer à la révolte puisqu'on est parti plus tôt, c'était naturel. Pour moi, c'est l'histoire qui m'a happé. C'est pas moi qui ai happé l'histoire, mais c'est l'histoire qui m'a happé. Ça veut dire, je me suis retrouvé en pleine histoire et il fallait que je réagisse. Oui. Alors, j'avais la chance aussi, c'est la chance, que dans le journal Le Monde, il y avait un homme qui s'appelait Pierre Viançon-Pontet, qui m'a pris sous sa protection, il était rédacteur en chef, et il publiait mes cris, il appelle ça les cris, c'est plus que les articles, c'est les protestations. Et il me donnait la parole.
Et c'est ainsi que je me suis retrouvé à la tête des différentes associations, organisations, initiatives pour la paix. Et tout ça a été possible, Marek Alter, parce que vous continuez à l'époque à vivre de la peinture. Exactement. C'est une bonne remarque, parce que j'étais indépendant. Et la peinture, vous continuez, vous exposiez dans le monde entier. Ouais. Et je crois que l'un des premiers pays où vous avez exposé, c'est l'Argentine, Ouais. avec des tableaux que notamment Juan Perón, qui était à l'époque le président de l'Argentine, a pris dans une exposition. Oui, c'est ça aussi, c'est très drôle, parce que quand je suis arrivé en Argentine, bon, Juan Perón était le chef, le président, à admirer surtout sa femme qui était une sainte, Evita Perón. On connaît la comédie musicale, hein, Evita, oui. Hein, No Cry for Me Argentina, voilà. Et Perón il avait un sens de l'histoire. Il trouvait que l'Argentine était el culo del mundo. Quand on regarde d'ailleurs la carte de l'Amérique latine, c'est tout à fait vers le bas, jusqu'à la pointe, la terre de feu. Bon. Que Joseph Kessel d'ailleurs a décrit, puisqu'il était né en Argentine, à Santa Clara. Et il s'était dit, c'est Jorge Luis Borges, grand écrivain magnifique, qui lui a fait savoir que l'Andalousie restera dans l'histoire grâce à la participation culturelle des Juifs. Et il s'est dit, je vais inviter des Juifs en Argentine, hein, et ils vont transformer l'Argentine al centro del mundo, le centre du monde. Ce sont des idées des dictateurs, c'est toujours, ça fait rire. Quand ce n'est pas tragique, c'est plutôt drôle. Et il voyait en moi les prototypes de ces Juifs. Je parlais l'espagnol, je parlais déjà français, etc. Et qui pouvaient donner cette impulsion à l'Argentine. L'ami de Cortázar, de Borges, etc. Et il m'a presque obligé de devenir les premiers membres du groupe qu'il a créé, los intelectuales peronistas, les intellectuels péronistes. Et quand j'ai fait mon exposition, il est venu et il a acheté 2 tableaux qui sont toujours à la Casa Rosada, ça veut dire à l'Élysée de Buenos Aires. Voilà, ça c'est une partie de votre parcours, mais il y a une autre date aussi que j'ai repérée liée à une autre activité, le 9 février 1995. À tout de suite sur Sud Radio avec Marek Alter. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, Marek Alter, mon invité. Le livre Le Juif chez Fayard, on en parle dans quelques instants. Mais j'en reviens à votre parcours tout à fait atypique, parce que entre la littérature, vos engagements, la peinture, c'est déjà beaucoup. Mais il y a le cinéma, car le 9 février 1995, le Festival de Berlin, c'est l'avant-première avec ce film. Et puis les lieux, je pense que c'est là où se trouvait la maison. Et puis aussi, vous faites l'avant-première du Festival de Berlin avec Les Justes, un documentaire exceptionnel. Oui, pour moi, c'était extrêmement important. On parle beaucoup de la Shoah, on parle de la guerre. Jusqu'à aujourd'hui, on voit tous les jours des documentaires sur l'occupation, la France sous l'occupation, etc. Mais personne ne parle de ceux qui ont fait du bien. Ceux qui ont dénoncé, qui ont tué, on connaît. Mais il y a des gens aussi qui ont sauvé. En France, il y avait 300 000 Juifs avant la guerre. 200 000 ont survécu grâce à des simples gens, à des paysans, à des curés. Plus on montait dans la hiérarchie, moins il y avait des justes. On appelle ça les justes. D'ailleurs, c'est dans la Bible, après, Camus a repris cette notion de juste d'une manière assez extraordinaire. Mais pendant des années, on n'en a pas parlé, après la guerre, et puis petit à petit, on a voulu rendre hommage à ces familles. Oui. Et ça, j'étais peut-être le premier à
à être allé à la recherche. Parce que là, les gens du bien ont ça des particuliers qui ne s'épousent pas, qui ne revendiquent pas. C'est lui qui a tué. Il essaie de transformer son geste à un geste héroïque. C'est lui qui sauve une vie. Il ne va pas le raconter à la ronde. Il a sauvé, c'est normal. Alors je suis allé le chercher à travers toute l'Europe. Et beaucoup de ceux qui sont restés dans l'histoire, comme Irena Sendler, qui est devenue vraiment le modèle même pour la Pologne de la Juste, qui a sauvé 2500 enfants dans les ghettos de Varsovie, on l'a découvert grâce à moi, parce que c'est moi qui l'ai découvert. Mais il fallait vous-même les découvrir, c'était pas simple, Marek Alter. Alors j'ai fait le tour de l'Europe à la recherche. Je suis allé, par exemple, puisqu'on est en Pologne, j'avais un ami en Pologne, le cinéaste Andrzej Wajda. Donc il m'attendait à l'aéroport, il est venu avec un acteur, Pchoniak, qui joue d'ailleurs dans son film Danton, Robespierre, le personnage de Robespierre de manière magnifique. Et dans la voiture qui nous amenait de l'aéroport vers mon hôtel, je raconte pourquoi je suis venu à Varsovie. Et Pchoniak, il dit, mais je connais une femme qui a sauvé plein d'enfants juifs, etc. Et il m'a parlé de cette Sendler. Les jours même, je suis allé frapper à sa porte. Une petite femme, elle était surprise de voir un barbu français qui parlait polonais, etc. Et c'était pour moi un choc, voir cette femme, quand je lui demandais « Est-ce que vous êtes content de ce que vous avez fait ?» Elle me regarde, une vieille dame. Elle me dit « Non ». Je dis « Pourquoi ?» Parce que maintenant, quand j'y pense, je me dis que j'aurais pu en sauver plus. Mais on n'imagine pas, et moi je le constate dans les interviews, le nombre d'adultes qui ont été sauvés. Je me souviens de Gottlieb, le dessinateur, qui a passé 4 ans à la campagne caché chez des gens sous un faux nom. Et c'est un exemple parmi d'autres. Et puis je me souviens surtout de Charles Aznavour, parce qu'on l'a un peu oublié, mais Missak Manoukian et sa femme ont été cachés chez les parents d'Aznavour pendant des mois et des mois. Et le soir, Aznavour allait dans les rues, jeter dans les égouts les costumes des Américains qui étaient libérés. Et bon, je crois que l'un des plus beaux jours d'Aznavour, c'est lorsqu'il m'a dit « Regardez, il y a des timbres qui ont été émis à l'effigie de mes parents en Israël, des timbres des justes. » Oui, c'est juste. C'est fou. On était très fiers. Ouais. Et ça, c'est vrai que des exemples comme ça, il y en a des milliers. Ouais. Mais on n'en parle pas assez. Jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, vous vous souvenez... Tu te souviens d'Étienne Moujotte, de TF1. Étienne Moujotte, je lui ai dit un jour, pourquoi on ne ferait pas une émission Les Aventures des Biens? Il m'a dit, vas-y. Et il m'a donné 5 minutes tous les jours pour raconter une aventure des biens. Jean-Jacques Goldman a fait de la musique pour accompagner. Et ça mobilisait des millions d'individus qui me remerciaient dans la rue. Et ce film correspond à ce que vous êtes, Marek Alter, c'était un film d'espoir. Ouais. Parce que derrière le drame, il y a l'espoir. C'est juste. Si on ne pense pas qu'en transmettant l'histoire, on prévient, c'est mieux que les piqûres, que les tablettes, que les médicaments. Ça veut dire, on prévient le mal. On ne les dénonce pas, on ne les donne pas des leçons de morale, on donne des exemples. Voilà, regarde, lui il a fait, pourquoi tu ne ferais pas? Et puis il y a un autre film que vous avez réalisé qui est moins connu, qui est Birobidjan, qui est un film, je crois, sur la région autonome juive de Russie. Exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est un peu Jurassic Park. C'est vrai, parce que ce que les gens ne savent pas, qu'il y avait 12 millions de Juifs en Europe centrale qui parlaient le yiddish, une langue dont on a parlé tout à l'heure, et qui est une langue qui s'est développée grâce aux femmes qui n'avaient pas l'accès
au livre 5 qui était en hébreu, etc. Et qui a donné une littérature magnifique, Bashevis Singer, Malamud, il y a toute l'école de Potok, l'élu, toute l'école littéraire de New York a commencé par les Yiddish. Et après, c'était fini. Or, Staline a créé une république pour les Juifs à la frontière avec la Chine, sur un fleuve qui porte un nom magnifique, Amour, sur la rivière Amour, où tout est écrit en yiddish jusqu'à aujourd'hui. Alors il en reste que 9000 juifs, la plupart des gosses sont chinois, mais dans les écoles, on leur enseigne les yiddish, la langue yiddish, ma langue maternelle. Moi, je pleurais d'émotion. Alors, quand vous arrivez à monter ces films et d'autres opérations, ça veut dire qu'il faut un réseau. Et vous avez construit un réseau autour de vous absolument exceptionnel, Marek Alter. Vous connaissez tout le monde ou presque? Oh, je connais tout le monde. Beaucoup de gens que j'ai connus qui étaient mes complices sont morts. Hein. Bon. Avec le temps, c'est comme ça. Comme dit la Bible, la vie est comme un souffle. On se retourne, on est déjà ailleurs. Bon. Mais c'est vrai que mon enthousiasme, mes projets attirent des gens qui veulent faire quelque chose. Oui, mais il faut les convaincre, et là, il faut aller au front. Il faut convaincre, il faut les enthousiasmer. En plus, il y a souvent les autorités administratives qui empêchent plein de choses. Je pense notamment à ces collèges que vous avez créés en Russie, à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Ça n'a pas été facile. Ah oui, alors là, c'est parce que c'est l'administration. Oui. Ça dépend plus de vous. Oui. Et moi, j'aime bien les Russes. Pas seulement parce qu'ils m'ont sauvé la vie, mais j'aime bien Tolstoï, Dostoïevski, Tchaïkovski, Rimsky-Korsakov. J'étais très ami avec Rostropovitch, les violoncellistes magnifiques avec qui on a fait une campagne mondiale pour sortir Sakharov des goulags. Et quand Sakharov est revenu à Moscou, c'est ça que j'aime chez les Russes, la fidélité. J'ai reçu un coup de fil, c'est extraordinaire. Un matin, il y a un monsieur qui me dit en russe, « Vous говорите по-русски, qui veut parler russe ?» J'ai dit « Oui. » Ici, Andrei Dmitrievich Sakharov. Je dis « Ah bon, bonjour. Je vous téléphone parce que je voulais vous dire merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. » Et il m'a invité à Moscou. Et je suis allé, donc j'étais un des premiers Français qui est arrivé à Moscou après la perestroïka, après la chute du communisme. C'est quand même un événement extraordinaire. Et je lui dis, et ça m'a frappé, et je le raconte partout, je lui ai dit, Andrei Dmitrievich, ça y est, maintenant, c'est la liberté. Il dit, non, Marek, la liberté, c'est comme une orange, en russe, apelsine. Celui qui n'a jamais vu d'orange ne demandera pas d'orange. Il faut d'abord expliquer aux gens que l'orange existe, que la liberté, c'est quelque chose d'important. Donner un sens à ça. Et alors, peut-être, les gens descendront dans la rue pour demander l'orange. Et c'est comme ça qu'est née l'idée d'une université française à Moscou. Voilà. Et il y a même eu ensuite une fondation de l'Institut Sorbonne Kazakhstan à Almaty, qui est la ville des pommiers, je crois. Oui, exactement. Alors c'est extraordinaire, toujours dans la même lignée, parce que c'est Mitterrand qui a inauguré l'université à Moscou avec Gorbatchev. Et puis, je me suis souvenu que Staline nous a envoyé en 1943 à Almaty, en Kazakhstan, où ma petite sœur est morte de faim. Moi, j'étais squelettique, mes parents étaient à l'hôpital. Je marchais dans un souk, dans un marché. Un vieux Kazakh m'a appelé, il dit « Malchik, Malchik, garçon, garçon, viens ici ». Et il m'a tendu une lepiochka, une petite galette. Et il m'a dit « Mange, sinon tu mourras de faim ». C'est pas la galette qui m'a sauvé la vie. C'est les gestes. D'un seul coup, j'avais quoi, 7 ans, 8 ans,
je me suis rendu compte que la solidarité humaine existait, qu'il y a quelque chose qui existait. Je raconte ça un jour chez moi, il y avait François Hollande qui était alors président. Il était très touché. Il dit, c'est magnifique ce que tu racontes. Il dit, tu sais quoi, si on allait ensemble au Kazakhstan, pour remercier de ces gestes, on leur donne une Sorbonne. L'éducation. Et c'est parti comme ça. Et c'est parti comme Et ça. puis il y a quelqu'un avec qui vous avez chanté, c'est pas n'importe qui, c'est Jean-Paul II, je crois, Maréchal Terre. Ah oui, ça, c'est aussi les Polonais. Et je l'ai rencontré quand mon livre, La mémoire d'Abraham, est sorti en italien. Il y a notre ambassadeur au Vatican m'a demandé de dédicacer un pour Jean-Paul II. Je l'ai dédicacé en polonais, je lui ai donné. Et Jean-Paul II, paraît-il, était tellement surpris de voir la dédicace en polonais, il lui a demandé, c'était de la Chevalerie, il s'appelait, son fils d'ailleurs est devenu un ami, il dit, je voudrais voir ces messieurs. Et je suis venu, et on est devenu, on peut dire, amis, c'est difficile de dire, un copain de pape, mais tous les mois, on déjeunait ensemble, il y avait, à la manière polonaise, comme chez ma mère, la nappe amidonnée, des serviettes amidonnées, la cuisinière était polonaise, tous les staffs étaient polonais, et puis un jour je lui dis, vous savez, Saint-Père, vous me faites penser à ma mère. Il s'est mis à rire. Tout le monde m'appelle mon père et vous dites ma mère. Voilà. Et on s'est mis à chanter des chansons en polonais et en yiddish parce qu'il est né dans un petit village près de Cracovie avant la guerre où 80% d'habitants étaient juifs. Donc il a appris le yiddish avec ses petits copains. Et tout ça, c'est le passé, mais le présent, c'est la suite de vos aventures et la date du 14 janvier 2026. À tout de suite sur Sud Radio avec Maréchal Terre. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Maréchal Terre, avec qui je pourrais faire 50 émissions, parce que tellement vous avez de choses à dire. Alors, l'actualité, 14 janvier 2026, un roman qui s'appelle Le Juif, chez Fayard. Et ce roman est étonnant parce que, en fait, le Juif, au départ du livre, n'est pas un Juif. Oui, c'est ça qui m'a intéressé. Je suis parti d'une réflexion de Jean-Paul Sartre, qui m'a énervé quand je l'ai lu dans les réflexions sur la question juive. J'avais 17 ans, je suis allé d'ailleurs le voir. Quand on est jeune, on a du toupet. Et je lui ai dit, monsieur Sartre, je ne suis pas d'accord. Il a dit, nous sommes ce que nous sommes dans le regard des autres. Ça veut dire que ce qui est vrai. Mais en même temps, ça nous enlève une partie de notre liberté. Si l'autre est antisémite, il me renvoie à l'image d'un juif pas très joli. Alors, où est ma liberté de m'imposer comme un autre juif que celui qu'il voit? Où est ma liberté? Où est ma possibilité de le faire? Si tout le monde me regarde comme l'autre. La haine, c'est une chose terrible. La haine trouve toujours sa cible. Toujours. Donc, à partir de cette réflexion, vous vous êtes dit, il y a un sujet. Voilà, il y a un sujet. Alors, j'ai pris quelqu'un en Picardie. J'ai vécu quelques années en Picardie quand j'étais peintre, parce que je pensais naïvement que pour être un peintre comme Monet, il faut avoir une ferme dans la nature, être près de la nature. Après, je me suis rendu compte que ce n'était pas obligatoire, mais bon. Et donc, je les mets dans cette région-là, Amiens, la plus belle des cathédrales gothiques du monde, que Proust appelait la Bible d'Amiens. Voilà, un petit catholique, il a une infection sur son zizi, on lui coupe, et voilà, circoncis. Mais ça, c'est une idée que vous aviez, que personne n'avait utilisée. Non, non. Elle est venue comme ça. Elle est venue comme ça, parce que je voulais trouver une raison pour laquelle il commence à être regardé comme différent.
Et les enfants, ses camarades, hein, à l'école, après, au lycée, voient ça, il dit, tu es juif. Il dit, non, je ne suis pas juif. Et pour lui et pour eux, être juif, c'est quelque chose de particulier, c'est différent, négatif. Et vous avez choisi la Picardie, parce que d'abord vous y aviez été, pour que votre personnage soit d'origine picarde. En fait, je me suis un peu renseigné, à la fin du XIe siècle, le mot picard apparaît pour la première fois dans un texte avec la mention de la mort de Guillaume le Picard. Et le mot signifie, picard, c'est piocheur au sens de laboureur, dans le langage tic. Et donc, pourquoi la Picardie, en dehors du fait que vous y avez habité? Non, mais ça c'était un hasard. Mais d'autre part, et c'est assez intéressant parce que j'ai pris le nom que je connaissais, Dupuis. Or, il s'est fait qu'il est les maires de Doulan, où j'allais chercher des provisions pour ma ferme, et étaient les grands-pères, en vérité, auraient pu être les grands-pères de mon personnage, s'appelait Dupuis, et qui avait inauguré une synagogue à Doulan. Bah, vous savez même pas où c'est le Doulan. Si, c'est pas loin d'Amiens, c'est en Picardie. Exactement, voilà. Bon, voilà. Il a inauguré la première synagogue à Doulan. C'est une ville peut-être de 20 000 habitants. Bon. Et ça m'a renforcé dans ma démarche, parce que je pouvais... Vous savez, un écrivain, c'est comme un singe. Il a besoin des branches pour pouvoir s'accrocher à une branche, pour sauter d'une branche à l'autre. S'il n'y a pas de branches, on n'a rien à raconter. Et en même temps, ça a été le point de départ, parce que vous avez dit, je ne peux pas faire simplement un personnage, qu'est-ce que je vais en faire? Et vous avez inventé, pour la première fois dans votre parcours, vous avez écrit un roman d'espionnage. Oui, parce que d'ailleurs, tous les bons romans entre nous sont des romans d'espionnage. Balzac, Dostoïevski, il y a toujours un mort, il y a toujours quelque chose qui est caché, il y a Victor Hugo. Le premier, pour la littérature, le premier roman d'espionnage, c'est Joseph Balsamo d'Alexandre Dumas, qui est une fresque historique autour de l'affaire du collier de la Reine. C'est considéré comme le premier roman d'espionnage. Alors ça, c'est vraiment d'espionnage. Oui. Moi, j'adore Alexandre Dumas. J'adore Alexandre Dumas. J'ai vécu pendant des années en racontant l'histoire des Trois Mousquetaires. J'ai même inventé les aventures de d'Artagnan à Jérusalem. Parce qu'il y a d'autres gosses qui adoraient ça, qui m'apportaient du pain pour que je puisse manger et raconter des histoires. Donc, c'est vrai que les trucs de la reine... Hein, le collier de la Reine. Le collier de la Reine, c'est une histoire d'espionnage. Bien sûr. Et vous, alors, justement, j'en reviens à ce roman, parce qu'il y a une chose importante, il y a sur la couverture du livre une sacoche bleue, et cette sacoche bleue, elle est le point de départ du livre, car elle va disparaître. Alors, il y a deux choses. Un, une sacoche, c'est le symbole des Juifs de la diaspora. Hein, un Juif qui s'est croit comme tel, a toujours une valise sous son lit, prêt de partir. Si on annonce qu'on va brûler sa maison, il attrape sa valise, il part. Donc, d'ailleurs, les premiers Hébreux, on les appelait Ivrim, on les appelait les passeurs. Ils ont traversé les fleuves Euphrate, ils sont allés ailleurs. Bon, donc, deuxièmement, c'est mon personnage, il transporte dans sa sacoche des dossiers secrets. Il est fonctionnaire au Quai d'Orsay ? Au Quai d'Orsay. Ouais. Et il s'occupe de dossiers sensibles. Et il se retrouve dans la situation d'un Dreyfus un siècle avant. Quand, à l'époque de Dreyfus, qui travaillait au ministère de la Défense, un bordereau disparaît, il y a un seul juif, donc c'est lui qui est responsable. Bien sûr, puisqu'il est juif, donc il est responsable. Lui, on lui dérobe sa sacoche bleue avec ses dossiers. Il est juif, mais il n'est pas juif. Mais on l'appelle juif pour rigoler d'abord, et puis ça cesse d'être une rigolade. C'est ça le problème.
Et en plus, on lui dérobe dans un train, et là, le mystère commence, car il y a une femme qui a disparu, le contrôleur qui n'est pas le contrôleur habituel du train. Oui. Vous avez mis au point une véritable stratégie dramatique. Ça m'a beaucoup amusé. Parce que, d'abord, l'écrivain, quand il invente des choses, il faut que ça l'amuse lui-même. Si ça l'amuse pas lui-même, ça l'amusera pas aussi ses lecteurs. Et j'essaie de démontrer la relation des gens au secret et aux juifs. Parce que les secrets seuls n'est pas suffisant. Mais s'il est porté par un juif, ça devient une affaire mondiale, parce que les juifs sont partout. Voilà. Et en même temps, donc, dans cette sacoche, il y avait des documents, on ne dira pas exactement ce qu'il y avait pour que laisser la surprise au lecteur, mais que ce soit la DGSE, les services secrets de tous les pays du monde commencent à s'intéresser à cette histoire, Marek Alter. Oui, tout à fait. Pourquoi ? Et ça aussi, ça m'a intéressé. J'ai découvert que contrairement à ce que la presse dit, les réseaux qui rapportent le plus d'argent, c'est pas les réseaux des narcotrafiquants, c'est des marchands d'armes. Et là, on est dans un truc, il y a des guerres partout. Regardons un petit peu ce qui se passe en Afrique, en Asie, en Amérique latine, en Europe, en Orient, partout. Pour faire la guerre, il faut des armes. Et des armes rapportent énormément. On a voté au Parlement européen 400 milliards pour l'achat des armes, pour s'armer. À Bruxelles, il y a 222 groupes de lobbying pour l'armement. Ils sont là pourquoi ? Ça coûte beaucoup d'argent. Pour influencer les députés européens, puisqu'ils vont acheter des armes, qu'ils achètent les armes en Amérique, en Allemagne, en Israël ou ailleurs. Et puis, certains gagnent, parce qu'il faut acheter quand même les armes quelque part. Il faut les transporter. Et du coup, les armes disparaissent. C'est ça qui est extraordinaire. Alors, ça, ce sont vos observations qui ont donné un roman où les rebondissements sont incessants, notamment la famille de votre personnage, du jour au lendemain, n'est plus en sécurité. Ben oui, parce que les gens, tous ces réseaux de trafiquants pensent qu'ils connaissent les contenus de ce dossier. Mon personnage, Jean-David Dupuis, le juif, entre guillemets, connaît les contenus et qui connaît les codes qui permettra à celui qui va les lire de comprendre de quoi il s'agit. Pendant que j'écrivais, les Figaro annonçaient qu'un sous-marin chargé d'armes avait disparu. Rien, une petite note. Et moi, je les raconte dans mon livre. On achète des armes pour l'Ukraine et on les retrouve chez Houthi au Yémen. C'est extraordinaire. Donc tout ça fait que ce livre se retrouve complètement construit avec tout ça, en sachant que vous avez même réussi à introduire un rabbin dans l'histoire. Ben oui, parce que ces juifs, comme ils souffrent, il n'est pas juif, mais il souffre en tant que juif, il veut savoir ce que c'est. Et il ne comprend pas c'est quoi être juif. Et il tombe sur un rabbin. Et il y a un rabbin, j'ai un ami, le grand rabbin Moshe Levin, donc j'ai pris son nom avec son accord, qui les rencontre, mon personnage, par hasard, et lui commence à lui expliquer. Et en même temps, mon personnage a un ami de l'université qui donne des cours bibliques, qui lui explique aussi. Et les lecteurs, tout doucement, dans ces labyrinthes d'espionnage qui fait penser un peu à Gorky Park de John le Carré. Oui, un peu aussi à Agatha Christie. Agatha Christie, parce que Agatha Christie a fait quelque chose d'extraordinaire. Elle a montré que chacun de nous peut être un criminel. Chacun de nous. Donc, et il apprend ce que c'est le judaïsme. Pour terminer, comme pour lui, il meurt comme juif.
Alors, ce qui est extraordinaire aussi, c'est qu'à travers ce livre, on suit l'histoire d'espionnage, mais il y a en filigrane la culture juive qu'on apprend. Oui, exactement. La culture juive est l'essentiel du judaïsme, et c'est là que je voulais répondre à Sartre. Hein. Moi, je me suis choisi comme juif. C'est pas parce que les nazis voulaient me tuer comme juif. Je m'en fous. C'est pas... Quand on est mort, peu importe si on est juif, on est catholique, on est bouddhiste, on est musulman, on est mort. Et pourquoi je me suis choisi pour juif? Parce qu'il y a une chose qui me plaît dans le judaïsme, que mon rabbin explique à mon personnage, qui se résume en une phrase, à Pâques, la scène de Jésus, hein, à Pâques, hein, et les plus petits demandent aux plus âgés quelle est la différence entre cette nuit et les autres nuits. Et les plus âgés répondent, nous étions des esclaves en Égypte. C'est extraordinaire. À propos d'âge, vous continuez à travailler et vous êtes l'exemple qu'il faudrait suivre, car le mot retraite n'appartient pas à votre vocabulaire. Ouais. Alors, vous allez dans quelques jours avoir 90 printemps. Alors vous en faites beaucoup moins. Quel est votre secret de longévité? C'est parce que je suis passionné et j'ai des projets. Il y a dans les Corans, dans Hadith d'un Coran, une petite histoire très jolie. Mahomet, il est sur son lit de mort, il y a deux femmes qui le gardent, sa fille Fatima et sa femme Aïcha, et on frappe à la porte. Fatima va pour ouvrir, il revient, il dit, papa, quelqu'un vient, il dit qu'il est venu te chercher. Il dit, lui, que je suis trop occupé, j'ai encore des projets qu'il revienne. Et la mort s'en va. Eh bien, écoutez, dans 10 ans, ce sera votre centenaire, et on sera encore là dans les clés d'une vie. Et j'espère. on vous recevra. Et en attendant, je recommande à celles et ceux qui nous écoutent et qui vous aiment de lire ce Juif, ce roman chez Fayard, qui est un roman passionné et passionnant, comme vous savez les construire. Merci. Merci Marek Alter. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.